Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes interludes, nous étudions des concepts, des compétences et des réflexions qui permettent de satisfaire notre besoin d'apprendre, notre soif de comprendre et notre envie d'élégance et d'excellence. Nous vivons dans une époque paradoxale. D'un côté, la société affiche une admiration sans borne pour l'intelligence, la culture et la profondeur d'esprit. De l'autre, elle érige des barrières invisibles, des codes implicites qui rendent l'accès à ce cercle élitiste aussi difficile que l'entrée dans un club privé. On nous dit d'être brillant, mais pas trop. Cultivé, mais sans prétention. Réfléchi, mais pas subversif. Le résultat, c'est que beaucoup d'entre nous se sentent exclus d'avance, comme si la réflexion profonde était un don réservé à une poignée d'initiés. Mais rien n'est moins vrai, évidemment, comme vous vous en doutez. La réflexion profonde n'est pas une question de QI, de diplôme ou de réseau. C'est une compétence. C'est une pratique, c'est une façon d'être au monde qui s'apprend, qui se cultive et qui se perfectionne. C'est une élégance. Et surtout, c'est un outil de liberté. Un outil qui nous permet de prendre des décisions éclairées, de résoudre des problèmes complexes évidemment, de créer avec plus d'audace aussi, mais aussi d'améliorer nos relations et de donner un sens plus riche à ce que nous faisons. Dans cette émission, nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment une réflexion profonde. Pourquoi elle est à la portée de tous et comment la développer avec rigueur et humilité. Nous verrons que, loin d'être un luxe réservé à une élite finalement, elle est une nécessité pour quiconque souhaite naviguer avec élégance et efficacité dans un monde de plus en plus complexe. Notre époque valorise l'immédiateté, l'opinion tranchée et la réaction émotionnelle. Les réseaux sociaux récompensent les slogans, les débats télévisés récompensent les clashs, et même dans nos conversations quotidiennes, nous avons souvent l'impression que nuancer, douter ou approfondir, c'est risquer de perdre l'attention de notre interlocuteur. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de superficialité généralisée que la réflexion profonde devient la porte d'entrée aux échanges les plus fertiles. La réflexion profonde, c'est d'abord un refus. Un refus de se contenter des apparences, des idées reçues ou des réponses toutes faites bien sûr, comme d'habitude. C'est aussi une forme d'humilité. Reconnaître que nous ne savons pas tout, que nos certitudes peuvent être remises en question et que la vérité se construit souvent dans la confrontation des points de vue bien sûr. Prenons un exemple. Imaginez une discussion sur l'éducation des enfants, ce grand sujet. La plupart des débats opposent les pour et les contre. En fait, donc les pour et les contre de la discipline stricte, des écrans, de l'école à la maison par exemple. Une réflexion profonde, elle ne se contentera pas de choisir un camp. Elle ira chercher en fait les études en psychologie du développement, les témoignages de parents et d'enseignants bien sûr, les analyses sociologiques sur l'évolution des modèles familiaux. Elle confrontera ces éléments, en identifiera les contradictions et proposera des pistes d'action adaptées à chaque contexte. Vous voyez, on ne va pas se contenter de la superficialité d'un simple tableau de pour et de contre. C'est pas que ça. En fait, les pour et les contre sont eux-mêmes des résultats de quelque chose. Il faut chercher ces quelque chose. Les analyses, les études, la sociologie, la psychologie, les gens sur le terrain, donc les parents bien entendu, et encore une fois les enseignants bien sûr. C'est ce travail de creusement, de remise en question et de synthèse qui fait toute la différence. Et c'est aussi ce qui effraie parce que la société contrôle bien mieux des individus qui sont pressés, qui sont certains de leurs opinions et qui sont du coup peu enclins à remettre en cause le statu quo. Pas ceux qui ont une réflexion profonde du coup. Ces gens-là, sont un peu moins contrôlables du coup, voire beaucoup moins évidemment. Mais alors, qu'est-ce qu'une réflexion profonde vraiment ? Quels sont ses marqueurs, ses fondements, ses exigences ? C'est ce que nous allons explorer maintenant à travers 5 caractéristiques essentielles. Je me suis toujours et souvent posé la question, j'ai beaucoup observé, beaucoup écouté, et il va de soi que la conception d'une réflexion profonde varie selon les milieux et les personnalités. Mais au bout du compte, quelques critères sont communs à tout ce que j'ai pu observer. Et selon moi, il y a 5 critères, ou plutôt 4. Le 5e est juste un énorme kiff, vous allez comprendre. Donc pour moi, les 5 piliers d'une réflexion profonde, c'est premièrement une réflexion solide et structurée.
On va tout développer après. Donc premièrement, une réflexion solide et structurée. Deuxièmement, une réflexion critique et autocritique. Troisièmement, une réflexion nourrie par la diversité. Quatrièmement, une réflexion utile et actionnable. Et cinquièmement, bien entendu, on n'y échappera pas, une réflexion qui a du style. Ça, c'est vraiment le pompon. Alors, le premier point, une réflexion solide et structurée. Une réflexion solide et structurée ne part pas dans tous les sens. Elle s'appuie sur des fondations claires, des définitions précises, des faits vérifiés, des concepts maîtrisés. Chaque idée s'enchaîne avec la précédente, comme les briques d'un édifice, en fait. Comme dans le journalisme, quand on vérifie ses sources, en fait. Le vrai journalisme, on vérifie ses sources, c'est la base. On ne confond pas source et preuve. Une source, c'est une piste de recherche. Une preuve permet d'affirmer. Donc on vérifie la source. On vérifie la source au moyen d'une preuve. Par exemple, si le maire de ma ville, dans son discours, me dit que le taux de criminalité a baissé de 6% cette année, ça, c'est une source. L'étude sérieuse à partir de laquelle il a dit ça est une preuve. Vous voyez la nuance ? Un autre exemple, si vous discutez de séduction par l'esprit, une réflexion superficielle se contentera d'affirmations vagues comme « il faut être intelligent pour séduire ». Oui, certes, en fait. Une réflexion profonde, elle va analyser comment l'intelligence se manifeste dans le charme. Par l'humour, par exemple, qui révèle une agilité mentale, par l'écoute active, qui montre une curiosité authentique pour l'autre, ou par la capacité à surprendre, en reliant des idées inattendues. Et cette réflexion, elle illustrera des points avec des exemples concrets tirés d'expériences, de littérature, d'histoire, de la vie quotidienne en fait aussi. Quand on a cette réflexion profonde, on a des définitions, on a des exemples, on a des liens entre les choses. Vous voyez, ça c'est le premier point, la réflexion solide et structurée. Ensuite, une réflexion critique et autocritique. Une réflexion solide ne craint pas l'examen. Elle anticipe les objections, elle reconnaît ses limites, elle évolue avec de nouvelles informations. Elle anticipe en fait les objections parce qu'elle a déjà confronté plusieurs points de vue, ce que nous verrons ensuite. Elle reconnaît ses limites, c'est-à-dire qu'elle est pleine d'humilité. En effet, même les spécialistes les plus doués de cette planète savent qu'ils ne savent pas tout, que tout est tellement interconnecté qu'il faudrait bien plus d'une centaine de vies humaines pour comprendre la complexité de toute chose en ce monde. Donc, par conséquent, chaque réflexion a ses limites. Chaque réflexion, aussi profonde soit-elle, ce qui nous amène à sa propre évolution. Une réflexion profonde est consciente qu'avec de nouvelles infos, elle est susceptible d'évoluer. Par exemple, dans un débat sur le télétravail, quelqu'un avec une réflexion profonde ne se contentera pas de dire « c'est mieux » ou « c'est pire ». Il ou elle dira du coup pour les introvertis, cela peut améliorer la productivité, mais pour les équipes créatives, le manque d'interaction spontanée peut être un frein. Voici comment concilier les deux, voici quelques solutions, voici des pistes. C'est ça une réflexion profonde. Troisièmement, une réflexion profonde est nourrie par la diversité, bien sûr. Elle puise dans plusieurs disciplines, confronte des perspectives opposées. Et en fait, elle s'enrichit de l'expérience, la sienne et celle des autres. Par exemple, pour comprendre un conflit en équipe, une réflexion profonde n'utilisera pas seulement des outils de management. Elle ira chercher des éclairages en psychologie sociale, en systémique, et même et surtout d'ailleurs, bien évidemment, surtout dans les récits de terrain. Chez qui ça se passe, en fait. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point d'une réflexion profonde, c'est qu'elle est utile et actionnable. Une réflexion profonde ne reste pas théorique. Elle propose des solutions, elle donne des critères pour agir, pour réfléchir, elle s'adapte au contexte. Par exemple, si vous réfléchissez à la façon de développer votre élégance intellectuelle, une réflexion profonde ne se contentera pas de dire « il faut lire ». Oui, merci, on le sait. Une réflexion profonde, elle va proposer un plan concret. Commencez par identifier vos lacunes, choisissez des livres qui vous challengent, priorisez-les, classez-les et appliquez une idée par semaine dans vos conversations. Ok, ça c'est utile, ça c'est actionnable, ça marche. Et enfin, le cinquième point, c'est qu'une réflexion profonde a du style. J'ai hésité à la classer en facultatif celle-ci, mais tout compte fait, c'est peut-être la plus indispensable. Parce que par le style, en fait, j'entends la clarté, j'entends l'originalité, le ton adapté.
Et en fait, c'est l'essentiel. Une réflexion profonde se reconnaît aussi à sa forme, évidemment. Elle peut être drôle, poétique, percutante, selon l'effet qu'on recherche. Mais en tout cas, elle est claire. Quoi qu'il en soit, elle est claire. Elle est originale, donc elle est propre à elle-même. Et elle a un ton adapté. Mais vous allez me dire, on s'en fiche d'un ton adapté parce que si elle nous est propre... Mais non, en fait, détrompez-vous. Comme nous l'avons dit juste avant, une réflexion profonde fait appel au point de vue des autres. Alors certes, on peut faire appel au point de vue des autres en lisant, mais aussi et surtout en échangeant avec les autres. Et pour échanger convenablement avec les autres, il faut s'adapter à l'autre, c'est logique. Donc comprenez qu'une réflexion profonde a un ton tout à fait adapté. Un exemple pour le style, comparez deux façons de parler d'un livre. La première, c'était bien. Voilà, vous dites c'était bien. Ou la personne vous dit c'était bien. La seconde, ce roman m'a bouleversée parce qu'il explore une question que je me pose depuis l'adolescence, à savoir jusqu'où irons-nous pour protéger ceux que nous aimons. La seconde approche invite à la discussion. Elle révèle une pensée personnelle, elle marque les esprits. Alors maintenant qu'on a vu la théorie, maintenant que nous avons identifié ces piliers, comment les intégrer dans notre quotidien ? Comment transformer la réflexion profonde en une habitude, presque en une seconde nature ? Alors, premièrement, vous pouvez bien évidemment tenir un petit journal de réflexion. Pas un journal intime, mais un carnet où vous notez vos idées et les connexions que vous faites entre ce que vous lisez, observez ou vivez. Relisez-le régulièrement pour identifier vos schémas de pensée et les faire évoluer. Ça, c'est tout bête et ça marche à tous les coups. Deuxièmement, vous pouvez pratiquer l'art de la question. Dans la dernière interlude que j'ai faite, j'ai parlé de questionner ses lectures. Vous pouvez tout à fait vous inspirer de ça. En fait, au lieu de chercher à avoir raison, entraînez-vous à poser des questions qui ouvrent le débat. Qu'est-ce qui te fait dire cela ? Est-ce que tu as envisagé cette perspective ? Qu'est-ce que cela changerait si nous partions de l'hypothèse inverse ? Vous voyez ? Le troisième point, c'est évidemment de sortir de notre bulle intellectuelle. Lisons des articles ou des livres qui nous mettent mal à l'aise, volontairement, provoquons cet inconfort. Discutons avec des personnes qui ne nous ressemblent pas. C'est vraiment dans l'inconfort que la pensée se muscle, c'est comme tout. Quatrième petit conseil, c'est utiliser des métaphores et des exemples concrets, évidemment. Pour ancrer ces idées dans le réel, il faut les relier à des images, à des histoires, à des situations vécues, à du sens. Cela rendra votre réflexion plus accessible et plus mémorable pour vos interlocuteurs, évidemment. Et enfin, dernier petit conseil, qui peut s'appliquer à tout dans la vie, accepter l'imperfection, bien sûr. Une réflexion profonde n'est pas une réflexion parfaite. Il y a une grosse nuance, bien sûr. Elle est en mouvement, elle est en construction, cette réflexion. Osez partager vos idées, même si elles ne sont pas encore tout à fait abouties. C'est souvent dans l'échange qu'elles se précisent. La réflexion profonde n'est pas un luxe réservé à une élite, n'en déplaise à certains. Aujourd'hui, je considère que c'est une nécessité. Elle nous permet de naviguer dans un monde complexe sans nous perdre. Elle nous permet de créer des liens plus authentiques et de vivre avec plus de sens. Le sens, il n'y a que ça qui compte. Et elle est à la portée de tous, à condition d'accepter de sortir des sentiers battus, de remettre en question nos certitudes, de cultiver chaque jour notre curiosité et parfois de provoquer un peu d'inconfort. Le monde a besoin de penseurs et de penseuses qui osent aller plus loin que les apparences. Et ce monde, c'est le nôtre. À nous de le façonner, une idée à la fois. J'espère que cette interlude vous a plu. J'adorerais vous lire en commentaire. Je vous retrouve très vite. À bientôt!